La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, votre étincelle hebdomadaire pour comprendre, apprendre et avancer dans le quotidien. Et aujourd'hui, nous sommes en présence de Carole qui va aborder une thématique, j'ai envie de dire, assez spécifique parce que moi je connaissais pas beaucoup, la remédiation cognitive et les apprentissages. Finalement, quand le cerveau a besoin d'un coup de pouce, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Carole est avec nous. Bonjour Carole. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Tu es en Alsace, Carole, et tu es métapédagogue. Alors, moi, je suis orthopédagogue de formation, je connais l'orthopédagogie. La métapédagogie, avant de te rencontrer, c'était encore très très inconnu pour moi, très flou. Avant d'échanger sur la thématique du jour, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et de ton métier surtout ? Alors, tu n'es pas la seule à ne pas connaître le métier de métapédagogue. Hier, mon garagiste me disait « Ah tiens, j'étais curieux, j'ai vu en signature métapédagogue, je suis allée voir ce que c'est. » Sur votre site internet, il y en a beaucoup en Alsace. Donc, voilà, on n'est pas beaucoup, mais en tout cas, on se forme de plus en plus. Alors, mon parcours, déjà, commençons par là. Je suis AMP de formation. J'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en institution. Et c'est là-bas que j'ai découvert la remédiation cognitive dirigée. Et en fait, c'est ça mon métier de métapédagogue. C'est la remédiation cognitive dirigée. Elle a été créée par un monsieur qui s'appelle Feuerstein, qui était un psychologue clinicien, un pédagogue. Je crois même qu'il était chercheur en sciences de l'éducation, il me semble. Enfin bon. Et lui, il a créé une pédagogie qu'on appelle donc remédiation cognitive dirigée. Voilà, ça c'est mon métier. D'accord, donc en fait, quand on est métapédagogue, on fait que de la remédiation cognitive dirigée. On se forme à ça. Alors j'imagine tu as suivi une formation, parce que tu disais que tu étais AMP, donc aide médico-psychologique. Ça reste dans le champ de l'accompagnement, mais pas sur le même versant. Donc tu t'es spécialisée ? Oui, c'est ça. Je me suis spécialisée. En fait, quand j'étais en institution, je me suis vraiment rendu compte dans cet atelier qu'on appelait à l'époque l'atelier de raisonnement, je me suis vraiment rendu compte à quel point les échanges, donc cette remédiation au final, ce que ça s'appelle comme ça, mais l'échange qu'on pouvait avoir avec ceux que j'accompagnais à l'époque, le fait de mettre le doigt sur des principes, le fait de mettre en lumière certaines choses, en fait, les aider à progresser. Finalement, moi, je me suis rendu compte que c'est ma manière de fonctionner avec mes enfants. Je faisais cette remédiation quelque part sans m'en rendre compte, mais j'ai quand même choisi de creuser et d'aller me former. Donc au final, je me suis formée d'abord dans un premier temps à Le Braining, qui suit les principes de Feuerstein, et ensuite je me suis vraiment formée à la méthode Feuerstein, où on apprend les critères de remédiation. Ça, c'est vraiment l'échange qu'on va avoir avec l'enfant pour qu'il prenne conscience de l'importance finalement, en fait, de comprendre pourquoi il doit apprendre ça et en quoi ça va lui servir. Ça va se faire à travers l'échange. J'ai aussi appris à utiliser ce qu'on appelle les fonctions cognitives. Ça, c'est des processus de raisonnement. Voilà. Tu veux en savoir un petit peu plus, Chloé ? Il faut que je le développe. Mais oui. Non, mais je t'écoute attentivement. Alors, je me disais avant que tu poursuives, du coup, est-ce que tu travailles toujours en institution ? Comment ça se passe finalement ? Non, finalement, j'ai quitté l'institution. Je travaille depuis 6 ans maintenant en libéral. Dans un premier temps, j'avais en tête uniquement d'aller travailler au sein d'écoles en proposant des ateliers, parce que autant j'ai travaillé avant dans le champ du handicap, autant je trouvais finalement important que tous les enfants, tous les ados comprennent comment ils fonctionnent, en fait, entre autres grâce à ces fonctions cognitives. Donc, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et je suis allée toquer à différentes écoles. Mais au final, après le Covid, et en ayant eu aussi des demandes de parents qui m'ont demandé si je pouvais faire des séances individuelles pour leur enfant, j'ai décidé finalement de quitter l'institution et de travailler à temps plein au sein de ma petite boîte pour proposer et des ateliers et des séances individualisées. Aujourd'hui, j'accompagne des enfants et des ados qui peuvent juste rencontrer à un moment donné un petit souci au niveau scolaire, mais j'accompagne aussi des enfants qui ont des troubles 10, des troubles TDAH, du handicap, même blocage scolaire.
Ah oui, donc c'est vraiment ouvert à tous, voilà, qui est déjà un trouble avéré diagnostiqué ou, entre guillemets, juste une difficulté passagère qui néanmoins est pas chouette, mais en tout cas, ces personnes peuvent faire appel à toi pour améliorer, si je comprends bien, leur raisonnement et remédier en termes cognitifs et du coup progresser et se sentir plus à l'aise dans leurs apprentissages. C'est ça. En fait, quels que soient les enfants qui arrivent à moi, cette remédiation, elle est très importante. Parce que ce sont des enfants qui arrivent avec un gros manque de confiance en eux. Il n'est pas rare que j'entende des enfants de 6-7 ans me dire « je suis nul ». Ça sert à quoi que je le fasse? Je suis nulle. Or, cette remédiation, elle est là, quelque part, pour ramener un sentiment de compétence. Leur montrer que, par exemple, ce qu'ils font pendant qu'ils jouent, qu'ils font inconsciemment, on va faire un pont avec l'école, par exemple, en disant, tu vois, là, ce qu'on est en train de faire pendant ce jeu, mais c'est exactement ce que tu as vu sur ton problème de maths que tu as fait lundi à l'école. En fait, c'est faire ces ponts parce qu'au final, les enfants ne font pas forcément de connexion, de lien entre l'école, c'est très scindé finalement, entre l'école et ce qu'ils font tous les jours, que ce soit dans une activité, pendant les jeux, même au quotidien, en mettant une table ou autre. Par exemple, ça me fait penser à une expérience qu'a fait Feuerstein, et Feuerstein, ça l'a mis en lumière. Le fait que de faire une expérience, ça ne suffit pas forcément pour comprendre, et c'est quelque chose que je fais quasiment chaque année avec les enfants de mes ateliers. On est d'accord, tu as déjà manipulé, Chloé, une bouteille d'eau et tu as bien compris que quand tu manipules la bouteille d'eau et que tu as envie de boire, il faut la pencher pour que l'eau coule, finalement, le système de gravité. Oui. Voilà. Et bien, en fait, si je pars de ce principe, un enfant qui manipule une bouteille d'eau est censé avoir repéré que la ligne d'eau va toujours rester horizontale. Et donc, pareil, cette gravité va s'enclencher quand tu vas lever la bouteille d'eau, etc. Et pourtant, quand je demande en fait aux enfants de dessiner une bouteille d'eau qui va être debout, je leur demande en général de dessiner une bouteille d'eau debout, une bouteille d'eau couchée, une bouteille d'eau penchée. Et ensuite, je leur dis, tiens, la bouteille est remplie à moitié. Peux-tu me dessiner la ligne d'eau? Eh bien, en fait, ça ne loupe pas. Et pourtant, tous ces enfants ont eu une bouteille d'eau en main. Eh oui, ça je ne vois loupe très pas. bien. Les enfants vont dessiner la ligne d'eau systématiquement parallèle au fond de la bouteille. Eh oui. Oh là là, c'est incroyable. Ça me parle parce que moi, je l'ai déjà vu en accompagnement. Alors, pas en leur demandant de dessiner une bouteille d'eau, mais justement, quand j'ai des enfants, même des plus grands, qui me font des dessins, parce que c'est pas que les enfants. Moi, je l'ai déjà vu chez des collégiens. Effectivement, là, tu as raison. La ligne d'eau est toujours parallèle au fond, alors que eux ont bien expérimenté comment ça se passait de boire dans une bouteille d'eau, mais quand ils le représentent, c'est complètement différent. Mais tu sais que je crois bien que même moi, je l'ai déjà fait. Oh, moi, petite, j'ai dû le faire aussi. Mais au final, tu vois, c'est là que la médiation, en fait, elle va entrer en jeu parce qu'en fait, l'adulte, il est là finalement pour accompagner l'enfant, pour lui faire observer. Regarde la ligne d'eau comme elle bouge, en fait. Et pour mettre des mots dessus. Alors, on peut parler de gravité ou on peut parler d'horizontalité, comme on veut. Mais en fait, on va mettre le doigt dessus, on va mettre en lumière. Voilà. Donc, en fait, c'est mon rôle. Alors là, on parle du ligne d'eau ou on parle d'horizontalité, mais je vais le faire pour plein de petits principes du quotidien. Ça peut même être des choses toutes simples, genre, par exemple, je sais pas moi, quel est l'intérêt de ranger des Legos à la fin d'une construction Lego? L'intérêt, c'est de les retrouver la fois prochaine quand je vais les reprendre. Voilà. Donc, au final, c'est ça, la médiation, c'est d'utiliser une situation. Alors, chez moi, ça va être une situation de jeu ou de construction Lego ou autre, et de mettre en lumière un principe donné, et ensuite de faire des connexions, c'est ce que moi, dans mon métier, j'appelle des transcendances, en fait, des connexions avec l'école, le quotidien. Voilà, ça, c'est mon métier. Génial. C'est hyper intéressant parce que, on le disait, la métapédagogie, c'est très peu connu. Et en fait, la remédiation cognitive, là, telle que tu l'expliques, elle a véritablement du sens parce que, alors, on a des personnes qui ont des troubles avérés, ok, et puis on en a d'autres qui sont simplement en difficulté passagère et qui ne trouvent pas la solution. D'ailleurs, certains enseignants disent, mais voilà, là, il n'arrive pas à faire telle ou telle chose. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il a fait, par exemple, plein de bilans et tout va bien pour lui. Et en fait, des fois, il y a un manque de connexion d'un milieu à l'autre, d'un environnement à l'autre. Ouais. Et en fait, il lui manquerait juste ça pour que tout se passe bien. Donc, ça semble, en tout cas, être très facile d'aider un jeune dans cette situation. Et c'est dommage que ce métier ne soit pas plus connu parce que j'imagine qu'un jeune qui a des difficultés et non des troubles, il n'y a pas besoin de le garder 3 ans en séance et que dès qu'il a compris comment ça fonctionnait, il devient autonome. Donc, ça pourrait être des difficultés résolues rapidement, quoi.
C'est ça, en faisant manipuler. Voilà, je pense à certains jeunes que j'accompagne avec des soucis en mathématiques. C'est quand même un comble, à moi qui n'aimais pas les mathématiques quand j'étais petite. Je me retrouve à faire beaucoup de remédiation mathématiques. Mais c'est vrai qu'en fait, ça apporte du sens de manipuler davantage. Et finalement, j'apporte un autre angle à la situation. En fait, je ramène même plusieurs. Quand je vois qu'un angle ne fonctionne pas, je vais repartir par une autre porte. L'idée, c'est que je trouve la porte qui va ramener cette étincelle. Ça colle du coup, cette étincelle, mais c'est exactement ça, quoi. Donc, en fait, c'est un métier génial. C'est vraiment de la chance. Et tu interviens uniquement auprès d'enfants ou est-ce que tu rencontres aussi des adolescents, des jeunes adultes, personnes âgées, enfin, je sais pas. Est-ce que c'est uniquement pour les jeunes que tu interviens ? Alors, la grande chance de la métapédagogie, c'est que, alors oui, on a ce support de médiation. Maintenant, tu doutes bien que la médiation, ça va pas seulement être sur du support, comme par exemple les supports qu'on peut avoir par Feuerstein, mais finalement, on peut remédier tout le temps. Donc, cette remédiation, moi, j'utilise au quotidien, mais avec divers supports, avec du brainball, avec des Lego et d'autres choses encore, des jeux, etc. Donc, au final, ça me permet, moi, d'intervenir auprès d'adolescents, auprès de seniors. Des ateliers Lego vont se monter très prochainement dans ma région, sur Célestat, pour des ateliers Lego senior, mais bien entendu qu'on va manipuler du Lego, mais cette médiation, elle est toujours là en fond. De toute façon, c'est mon fonctionnement au final. Mais oui. Mais voilà, toujours cette mise en lumière. Donc oui, j'interviens aussi bien en séance individuelle qu'en atelier, avec des ateliers thématiques et avec des enfants, des adolescents, des adultes même, ça m'est déjà arrivé, et des seniors. Que ce soit, comme dit, en individuel ou en atelier. Donc ça fonctionne à tous les âges, dans différents environnements. C'est ça qui est génial, en fait. Tout est, du coup, si je résume, tout est adapté à chaque public. Tout support, tout média est utile pour travailler le cognitif. Et c'est ça qui est vraiment incroyable, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Un petit mot, Carole, pour terminer cet échange. Formez-vous à la métapédagogie. Non, plus sérieusement, lorsque vous échangez avec votre enfant pendant les temps de repas ou autre, pensez à faire des ponts, qu'ils soient en difficulté ou pas. Lorsqu'ils voient un principe à l'école, pensez à faire des ponts avec les jeux, pensez à faire des ponts avec des activités. Tu vois là ce que tu as appris aujourd'hui, ça va te servir pour ça et ça, quand tu prendras ton cours de musique ou autre. Restez pas bloqués sur ce qu'on peut apprendre à l'école. Ouvrez les champs des possibles. Voilà, ça c'est mon conseil. Eh bien, merci Carole pour toutes ces riches explications. C'était vraiment très intéressant. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine dans la chronique de Chloé. Belle journée à tous. Merci à tous. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnos.com.